Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des erreurs les plus courantes que l'on peut trouver dans les decks investisseurs et qu'on peut éviter relativement simplement. Moi je suis investisseur dans plusieurs startups, entrepreneur dans le digital depuis une bonne quinzaine d'années. J'en ai fait des dizaines pour mon compte ou pour le compte d'autres entrepreneurs. J'en ai revu un grand nombre. L'idée c'est voilà, de passer en revue quelques erreurs courantes, génériques, rédhibitoires des fois, que l'on trouve. Donc on va en prendre une vingtaine. Donc la première erreur c'est de tout confondre entre le pitch deck, l'exécutif summary, l'elevator pitch, le pitch qu'on ferait en assemblée devant 50 personnes. Ça n'a strictement rien à voir. La densité du support n'est absolument pas la même. Les messages qu'on doit faire passer ne sont pas les mêmes. Dans certains cas, c'est un teaser pour donner envie d'aller plus loin. Dans d'autres cas, on va être dans quasiment un document qui peut servir d'audit à un VC pour analyser votre dossier ou moins se faire une idée très précise, exacte. Donc ça n'a rien à voir. Donc la densité, le nombre de pages qu'il va y avoir, la police utilisée, faut pas tout confondre et à vouloir avoir un seul document qui répond à tous les besoins, on arrive à décevoir certaines personnes ou à assommer d'informations d'autres qui voulaient juste en savoir un peu plus, savoir s'ils allaient ou pas monter dans le bateau. La deuxième, c'est sur la mise en forme. Un investisseur lambda peut recevoir plus de 10 decks par jour. Il a l'habitude de les lire, dont toutes les formes bizarres, moches, trop denses, trop light. Tout ça, il va avoir tendance à tiquer un peu. Il y a un format aujourd'hui, il y a de plus en plus de cours en ligne. Les jeunes qui sortent des écoles commerce ont des cours là-dessus, font des decks remarquables, font même venir des graphistes pour les aider. Il y a à la fois le fond, la forme, enfin voilà, la concurrence est rude, donc envoyer un deck moche, mal structuré, pas dans les règles de l'art, qui suivent pas le plan de l'équipe, qui on est, le produit, la valeur ajoutée, le business plan combien on cherche, c'est vous agacer le lecteur. Voilà, c'est important. Donc la mise en forme peut être importante dans certains cas. Troisième erreur, c'est de montrer explicitement ou implicitement, ou de manière, je dirais plutôt cachée, son désintérêt pour les chiffres. Donc, en fournir trop, ça sert à rien. Hein, tout le monde sait que c'est des prévisions, généralement. Mais en fournir trop peu, pour moi, c'est rédhibitoire. Pas dire le chiffre d'affaires qu'on fait, la marge, pas avoir un plan minimum sur 3 ans, pas expliciter son besoin de trésorerie, enfin d'investissement voilà, par nature de dépenses. Je me pose des questions. Vraiment, vraiment pas mal. Et surtout, quand on commence à poser des questions et que la réponse est attendez, on va voir, on vous renvoie quelque chose, qu'elle n'est pas instantanée, alors là, elle commence à paniquer. Vraiment, voilà, montrer son désintérêt, voire laisser croire qu'on ne maîtrise pas la partie financière ou chiffrée de son business, c'est pas super bien perçu. Cinquième point, quatrième, pardon, c'est être trop dans le concept et pas assez dans l'analyse. Donc c'est un peu lié à celui d'avant, mais être trop dans le marketing, faire le deck d'Airbnb en 3 mots, 5 slides, c'est super, hein, il y a des gens qui vont dire faire ça, mais voilà, il y en a d'autres qui vont s'arrêter très très vite à la lecture et risquent pas d'aller plus loin. Donc être trop dans le concept et pas dans l'analyse, vous pouvez laisser croire que vous ne maîtrisez pas le détail, que le plan d'exécution va être aléatoire, que c'est pas planifié, qu'il y aura des lacunes sur la partie financière, la rentabilité. Donc montrer un business, enfin un deck, c'est pas dire clairement où on en est. En termes de qui on a comme client maintenant ou à signer, même s'il y a une partie confidentielle, quel est son chiffre d'affaires, sa marge, où on en est dans sa recherche de fonds, qui a dit oui peut-être. Le flou, ça apporte pas grand-chose dans des discussions où à la fin il doit y avoir un mariage
Et c'est oui, c'est non, mais le peut-être voilà, n'existe, enfin, vous pouvez avoir cette réponse-là, mais ça sera probablement un non. Il n'existe pas pour moi le peut-être. Donc, autant être clair sur le contrat de mariage, quitte à voilà, montrer vos faiblesses. Et il y a peu de chances que quelqu'un vous en veuille de montrer vos faiblesses. Il y a vraiment une faiblesse qui est surmontable. Et de toute façon, ça sera découvert plus tard dans un audit approfondi. Donc voilà, dire où on en est, c'est important. Sixième point, c'est mal expliciter son besoin de financement, le phasing de l'investissement, qui va donner les sous, le côté, qu'est-ce qui va être dilutif, non dilutif, est-ce que c'est du prêt, de la dette, comment on va utiliser les fonds, dire on va faire 50% tech, 50% développement commercial, ouais, bon, très bien, mais voilà, c'est pas génial. Donc, être clair sur son besoin de financement, sur la dilution acceptée, sur qui va mettre des sous, où on en est, à quoi ça va servir, et surtout pas laisser croire que on a fait un MVP et que maintenant on a besoin d'argent pour aller plus vite, plus loin, plus haut, parce que ça veut dire que le business model n'est peut-être pas stabilisé, peut-être que vous perdez de l'argent, peut-être que vous avez gagné de l'argent à tort parce que vous avez cassé les prix. On n'y comprend rien, donc voilà, autant être clair sur l'usage de l'argent, vous dire quels sont les achievements que vous allez avoir à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, même si ça change, parce que le flou, encore une fois, ça peut être mal perçu. Septième point, ne pas expliciter clairement son business model. Donc le business model, attention, c'est pas quel est mon chiffre d'affaires et quels sont mes coûts. C'est un petit peu différent, c'est plutôt un algorithme qui montre comment vous gagnez de l'argent, comment vous générez de la marge. Donc ça prend en compte le coût d'acquisition, ça peut être différent par canal, les coûts de fidélisation, de rétention, les investissements lissés dans le temps, tout un tas de choses qui font une résultante, c'est comment vous avez gagné de l'argent, pourquoi les gens vont vous payer, quels features ils vont payer chez vous et quel algorithme vous créez pour générer une marge et améliorer cette marge au quotidien. Donc c'est une vision un peu différente de résultat, hein, combien je gagne, combien je dépense. C'est plutôt la façon dont ça se construit. Ça peut évoluer dans le temps, mais il faut un peu maîtriser comment on construit sa marge et savoir l'expliciter. Huitième erreur, c'est de mal valoriser les compétences de l'équipe, donc avoir un fondateur omnipotent, 3-4 stagiaires autour, non. Avoir une équipe de juniors avec des super seniors qu'on met en avant, mais à qui on parle, des mentors à qui on parle une fois par mois pendant 1 heure, ça sert à rien non plus. Donc être clair sur l'équipe, valoriser les compétences, valoriser la complémentarité de ces compétences, c'est important. Montrer les expériences, et c'est pas juste parce qu'on a travaillé chez Procter qu'on est un as du marketing. Voilà, attention à ça, au name dropping, être assez clair, précis, encore une fois. 9e erreur, c'est pour moi de suroptimiser son deck. Moi j'ai vu arriver des decks parfaits. Je savais presque même dire à un moment quelle était la formation initiale de la personne qui porte le projet. Voilà. Il y a des decks parfaits, millimétriques et tout, mais c'est louche. Et dans la plupart de ces decks-là, effectivement, il manque un truc. Il va manquer chiffre d'affaires actuel. Il va manquer la marge. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Quel client on a signé? Donc en fait, à suroptimiser son deck, des fois on peut passer à côté de l'essentiel. Il y a aussi des superbes decks qui se posent pas, enfin qui montrent pas explicitement la valeur ajoutée, mais la vraie valeur ajoutée, à quoi vous servez dans la chaîne de valeur. Dire qu'on va ubériser un tel, c'est super, mais encore faut-il qu'il y ait un produit qui soit légitime pour aller ubériser tel grand compte. C'est important. Donc quand c'est trop suroptimisé, moi je me méfie. Clairement, je me méfie. Une start-up, elle ne peut pas au démarrage connaître son vrai coût d'acquisition, ses coûts de rétention. Ça vient avec le temps, avec le volume. Il y a plein de choses qu'elle ne peut pas connaître. Ça, on peut le comprendre. Donc, quand tout est parfait, quand tous les chiffres sont ceux qu'on a envie de voir, entendre, moi, je me méfie. Surtout si la forme est parfaite.
10e point, c'est pas formaliser sa valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est ultra important. Votre vision aussi, arriver à dire en quoi vous allez exploser vos concurrents. Qu'est-ce que vous avez vraiment qui fait que les clients vont vous acheter pour ce que vous faites, pour la valeur que vous leur apportez, et vous allez complètement voilà, prendre le marché. Quels sont les features, quel est le pain point que vous allez résoudre, comment vous arrivez à voilà, capter votre marché et pourquoi, surtout le pourquoi vous allez arriver à le capter. Donc généralement c'est pas fait ou alors c'est très bateau et pourtant il y a quelques investisseurs de renom qui vont voilà, regarder uniquement l'équipe et est-ce que vous apportez une valeur sur le marché. Ils ne vont pas regarder les chiffres, ils ne vont regarder rien d'autre, mais vraiment, si vous justifiez cette valeur, si vous êtes très fort sur votre promesse, sur votre vision, il y a des gens qui peuvent mettre des millions sur la boîte, si vous êtes bon, parce qu'ils ont compris où est-ce que vous allez. Voilà, c'est important. Ne pas parler, 11e erreur, de ses concurrents, les sous-estimer, les dénigrer, dire qu'ils sont nuls, qu'on fait mieux, ça on le voit tout le temps. Clairement, vaut mieux qu'il y ait un marché hein, et donc qu'il y ait des concurrents, vaut mieux qu'ils soient plutôt bons et que vous apportiez des choses en plus, c'est beaucoup plus rassurant. Voilà, et si on est dans la guerre intestine commerciale, que vous avez le même produit, bah pourquoi pas hein. Il y a même des copycats voilà, qui viennent, qui sont des copies de sites de services qui marchent très bien à l'étranger. Vous êtes les premiers à le lancer sur un pays, vous raflez le marché, bah, très bien, vous avez des concurrents, vous les copiez, vous êtes sur un marché différent et vous avez un autre avantage que le produit ou la vision, c'est dans le déploiement commercial. Donc ne pas en parler, c'est toujours un peu risqué. De toute façon, il n'y a aucun investisseur qui mettra des billes sans se poser la question ou sans aller creuser lui-même. Donc quand il découvre, autant dire que vous êtes mal. 12e point, pas expliciter ou trop rapidement le pain point. Donc si vous n'avez pas passé des heures à discuter avec vos prospects, vos clients pour comprendre leurs besoins, ce qui manquait, de quoi ils avaient peur, ce pourquoi ils allaient vous acheter, c'est même pas la peine de faire un deck. Hein, en fait, voilà, c'est pas non plus parce que vous êtes depuis 10 ans dans le secteur que vous lancez une innovation, que vous connaissez voilà, en disant moi je connais, voilà, ça fait 10 ans que je suis là. Non, c'est pas voilà, c'est pas un gage de crédibilité. Il faut aller dans le détail, pouvoir avoir des études externes, des études internes, avoir testé l'appétence, les intentionnistes, passer des questionnaires. Ça se teste à moindre frais, hein, tout ça maintenant, mais sans ça, sans aller expliciter le pain point et montrer ce que vous allez réussir à résoudre et pouvoir montrer que ce pain point là que vous avez résolu chez certains clients, vous allez pouvoir le scaler et arriver à aller avoir plus de clients qui ont la même, voilà, la même difficulté, c'est quand même un gage de crédibilité pour l'avenir. Laisser traîner des coquilles, 13e point, alors là c'est rédhibitoire, ça veut juste dire que personne d'autre l'a relu, que vous allez faire des fautes d'orthographe quand vous écrivez à votre banquier, à vos clients, à vos partenaires. Laisser des coquilles, pour moi, c'est juste, voilà, on ferme le truc. Normalement, quand ça arrive sur le bureau d'investisseurs, ça a été relu au moins par vos associés, vos collègues, votre famille, votre banquier, tout un tas de personnes, des mentors. Donc, c'est inexcusable de laisser traîner des grosses coquilles dans un deck. Ok, on les met à jour, peut y avoir des petits trucs voilà, qui vont pas. Ok, on a 12 versions, très bien, mais voilà, faire attention quand même. 14e point, ne pas expliciter sa stratégie commerciale. Alors là, c'est jamais fait. Mais comment vous allez déployer commercialement en direct avec des distributeurs, avec quelle marge, dans quel pays, comment vous allez phaser ça, quels produits ils vont prendre, comment vous segmentez les marchés. Bon, alors là, quelqu'un qui a juste des délires, pas délire, mais qui est plutôt dans le produit, dans l'innovation, dans le marketing et qui ne va pas faire ça, vous allez juste vous attirer les foudres de tous les business angels qui vont fuir ou les VC parce qu'il n'y a pas de plan d'action. Un VC, il sait qu'il va pouvoir mettre quelqu'un pour piloter le commercial, si l'idée est bonne et s'il y a l'attraction. Mais voilà, faites attention à ça, la stratégie commerciale, comment vous allez grossir dans le temps, c'est important. 15e point, ne pas phaser son développement, ses priorités, montrer qu'on n'a pas un esprit de synthèse, d'analyse, de décision.
Voilà, ça peut être problématique. 16e point, survaloriser, sous-valoriser ses dépenses ou ses recettes futures. Pourquoi pas? Tout le monde sait qu'il y a une part d'aléatoire, il y a des choses qu'on ne connaît pas, très bien, mais à ce moment-là, mettez des hypothèses claires, montrez-les, ou faites des simulations sur la partie financière en disant hypothèse haute, basse, moyenne. Voilà, ça permettra d'être un peu moins ridicule quelques mois après, quand il faudra montrer les chiffres de la traction, parce que on sera complètement hors les clous. Donc voilà, phaser, valoriser au plus juste ses recettes ou ses dépenses futures, c'est relativement important. Pas citer ses sources, 17e point, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est important voilà, quand vous citez des références marché externes, de donner des chiffres, que ça puisse être vérifié. C'est pas qu'on ne vous croit pas, hein, c'est que de temps en temps, voilà, les analystes aussi de deck, généralement il y a pas mal de juniors qui trient les decks et ils aiment bien apporter leur valeur ajoutée dans le rapport qu'ils vont faire aux partenaires, aux seniors, et eux vont eux-mêmes chercher des chiffres sur le marché. Donc si vous les aidez dans ce travail, ça sera bienvenu. 18e point, être trop gourmand sur la valorisation. Donc là, on fera des vidéos sur le sujet, mais il y a des choses délirantes. Là, post-Covid, les valorisations, tout le monde sait qu'il y a de l'argent. Voilà, elles ont été multipliées par 2 ou 3. Donc, on est des fois dans le délire. Des sociétés qui font à peine 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, qui sont valorisées 3 millions en pré-monnaie. Voilà, on peut être valorisé 3 millions, mais il faut avoir un plan précis pour expliquer voilà comment on vaut tant, ou alors accepter la dilution, la relution, des clauses de ratchet et compagnie, mais partir sur des valos sans laisser la porte ouverte à de la renégociation, c'est compliqué. Après, les points 19 et 20 sont liés. Le point 19, ça serait manquer d'ambition. On voit des decks des fois arriver avec un chiffre d'affaires prévisionnel assez ridicule. Et le 20, c'est avoir trop d'ambition. Voilà, dire qu'on va ubériser le monde entier, les gros acteurs. Non, c'est pas des truffes s'ils sont là. Ils sont bons aussi. Donc voilà, il faut les respecter, il faut les valoriser, vous apporter une autre valeur ajoutée. Mais